Emmanuel Aumonier, Médiasphère. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Médiasphère. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Paul Enthoven. Bonsoir Jean-Paul et bonsoir. Bienvenue sur Radio J. Alors ici, on reçoit des spécialistes de médias. Vous, clairement, votre média, c'est le livre. Alors vous avez eu plusieurs carrières, toutes donc dans l'univers un peu des livres ou des idées. Vous avez d'abord été journaliste, critique littéraire, notamment au Nouvel Observateur et puis toujours aujourd'hui, je crois, au Point. Pendant 40 ans, vous avez aussi été éditeur. Vous avez travaillé essentiellement à Grasset comme directeur éditorial et puis vous avez continué dans le livre. Vous avez entamé il y a 25 ans une carrière d'écrivain. Vous avez publié aujourd'hui une dizaine d'essais et de romans, dont le dernier, Les Raisons du cœur, qui est paru l'année dernière aux éditions Grasset. Alors cette passion des idées, elle vous est venue, je crois, assez tôt, puisque dès l'adolescence, vous côtoyez de grands philosophes comme Pierre Boutan, Maurice Clavel ou Gabriel Marcel. Quel souvenir vous gardez de vous, et est-ce que c'est le fait d'avoir côtoyé de grands penseurs aussitôt qui vous a lancé un peu dans cette... Non, pas du tout. C'est ce qui m'a aimanté vers la littérature, c'est les livres eux-mêmes. J'ai été un grand lecteur, la vie a fait que j'ai eu ce privilège, et c'est parce que j'ai été un grand lecteur que je me suis mis dans le sillage des gens que vous citez, mais qui sont pas les plus importants. Maurice Clavel était important, c'était mon professeur de philosophie. Pierre Boutan, non. Pierre Boutan était un penseur singulier, avec un passé extrêmement sulfureux. Et quant à Gabriel Marcel, je lui rendais visite parce que j'avais du goût à avoir un philosophe en action, si vous voulez. Mais c'est pas ça qui a compté pour moi. On pourrait citer beaucoup d'autres gens plus importants, comme Pierre Nora, comme une infinité d'autres maîtres. Mais ce sont les livres qui ont été mes vrais maîtres. Alors quels ont été vos premiers grands classiques adolescents qui vous ont vraiment introduit dans le monde de la littérature? J'ai été très très vite proustien. Ça peut sembler bizarre. Vous avez écrit d'ailleurs un dictionnaire. Oui, j'ai écrit un dictionnaire amoureux de Proust. Voilà, je suis tombé dans la potion proustienne, et je dois dire que ça a changé ma vie. Mais les livres, d'abord, ne pas négliger la mauvaise littérature. On commence toujours par la mauvaise littérature. J'ai lu une grande quantité de mauvais livres, mais que j'adorais. J'ai adoré les romans de Mazo de la Roche ou de Perlebuck. J'ai adoré. C'était l'équivalent des séries Netflix d'aujourd'hui, vous comprenez? J'ai adoré ça. Et puis après, les choses un peu plus sérieuses, toujours en série Netflix, c'est-à-dire les Thibaut de Martin Dugard, des choses comme ça. Mais mes vraies rencontres, ça a été Proust, Stendhal, Flaubert, et puis les Russes, et on en reste là, quoi. Alors pour revenir à votre jeunesse, vous êtes tombé en plein dans la jeunesse mai 68, mais vous, je crois que c'était pas tellement votre tasse de thé. Non, pas du tout. J'ai regardé avec intérêt, avec grand intérêt, mais le malheur fait que les examens avaient été reportés, et donc ils avaient été reportés à septembre, à cette année-là. Et donc, comme j'avais du temps, j'ai lu l'éducation sentimentale en plein mai 68. Et évidemment, c'est pas de nature à vous transformer en militant, puisque Flaubert raconte dans ce roman la révolution de 1848, qui ressemblait beaucoup à celle de 68, et montre le ridicule, l'absurdité. Je me souviens que dans cette scène, dans ce roman, il y a à un moment donné un peintre qui s'appelle Pellerin, progressiste, qui montre une grande toile où on voit le Christ chevauchant une locomotive à travers une forêt vierge. Bon, et moi le même jour, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, on votait à main levée
pour ou contre l'existence de Dieu. Donc, alors vous avez voté pour ou contre? Je sais plus ce que j'ai voté, mais enfin je sais que l'existence de Dieu l'a emporté ce jour-là. Donc tout ça. C'est vrai que Flaubert m'a un peu rendu sceptique quant au lendemain. Donner de la distance. Quoi. Voilà. Et alors, dans votre jeunesse, il y a aussi quelqu'un dont vous êtes extrêmement proche. Aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy, que vous rencontrez. Vous devenez donc immédiatement très ami avec lui. Qu'est-ce qui vous a frappé chez lui? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être son ami? Lui, parce que c'est lui, parce que c'est moi. Il était charmant, vivant. Il faisait, vous savez, il avait, vous savez, tout le monde l'appelle Lévy en un seul mot. Moi, je l'appelle Lévy en deux mots, n'est-ce pas? Lévy, une vie, des vies. Il faisait 1000 choses. Il était gai, sympathique. On se ressemblait un peu physiquement. On avait les mêmes goûts. Donc, vous savez pourquoi vous êtes... C'est rare les amitiés qui durent aussi longtemps. Vous savez pourquoi vous devenez ami avec votre meilleur ami. Voilà, c'est tout. Et cette amitié ne s'est jamais démentie, alors qu'on fait pas du tout les mêmes choses. Pas du tout les mêmes choses. Il passe son temps en Ukraine, en Libye, au Yémen, etc. Vous êtes plus à Paris? Pas forcément à Paris, je peux être aussi en Toscane ou aux États-Unis, mais j'ai pas comme lui le démon de l'action. J'ai pas envie d'être Laurence d'Arabie ou Byron, d'aller mourir à Missolonghi. C'est pas mon histoire, mais c'est la sienne. Donc c'est très bien. D'ailleurs, je trouve ça très sympathique. Mais on se parle tous les jours. Alors, vous entamez donc une carrière de journaliste à partir de 1973. Non, j'ai commencé par être professeur, si vous permettez. J'ai commencé par être professeur, j'étais assistant, puis maître assistant et maître de conférence à la Sorbonne, en Paris 1. Auprès de Maurice Duverger. Oui, entre autres, oui. J'ai été en sciences politiques. Et puis, de là, j'ai rencontré Jean Daniel, qui m'a proposé de m'occuper des idées au Nouvel Observateur, qui à l'époque et faisait la pluie et le beau temps dans le monde des idées. Et donc j'ai été là, j'en suis devenu le rédacteur en chef, et ça a duré jusqu'en 82-83, oui. Et Jean Daniel, c'est celui qui vous a vraiment introduit au journalisme, c'était votre premier modèle de journaliste? Oui, j'ai eu 3 parrains. C'était Jean Daniel, François Furet et Pierre Nora. Ce sont les 3 qui ont veillé sur mes premiers articles, m'ont appris à les corriger, à les faire. C'est mieux qu'une école de journalisme. Je crois que je veux pas désobliger ceux qui font les écoles de journalisme, mais je crois que ça sert à rien, les écoles de journalisme. Si vous voulez faire si vous voulez faire du journalisme politique, il vaut mieux faire une agrégation d'histoire. Si vous voulez faire du journalisme littéraire, vaut mieux faire une agrégation de lettres. Je crois que l'école de journalisme en tant que telle, sauf pour... ça sert à travailler à BFM TV, en tout cas. Comment? Pour travailler à BFM TV, en tout cas, c'est bien d'avoir fait une école de... Peut-être, non, mais je vois ce que vous voulez dire, effectivement, sur le côté pointu, si on veut être spécialiste. Il faut faire... Dans les écoles de journalisme, on vous apprend, comme disait Paul Valéry, à être spécialiste du général. Or, c'est pas ce que vous cherchez. Non, c'est parfaitement légitime, mais c'est pas mon histoire, c'est pas ma biographie en tout cas. J'ai été spécialiste du particulier. Et cette expérience au Nouvel Observateur, où donc vous vous intéressez au monde des idées, aux auteurs, aux livres, vous êtes critique aussi également. Bien sûr. Est-ce que ça vous a vraiment beaucoup aidé dans votre métier d'éditeur? Oui, bien sûr. Après, ça vous a une sorte de rampe. C'est le même métier. Ah oui? C'est le même métier. Pourquoi c'est la même chose? Parce que un métier, c'est d'abord une sociabilité. C'est qui on fréquente, qui on voit, de qui on a le numéro de téléphone. Quand j'étais à l'Observateur, je passais mon temps à déjeuner, à travailler, à réfléchir avec des écrivains. Alors, soit pour critiquer leurs livres, soit pour les lire, soit pour être ami avec eux. Et c'est tout naturellement qu'on passe de cette forme de sociabilité à l'édition. L'édition, c'est accompagner des auteurs, les promouvoir, les améliorer si possible. Donc, pour moi, vous n'avez pas eu l'impression de vraiment changer tant que ça de métier? Non, j'ai changé en ce sens que après 81,
l'Observateur était un journal d'opposition de gauche à l'époque. Et à partir de 82, 83, tous les journalistes sont devenus journalistes de pouvoir. Enfin, l'un devenait ambassadeur à Rome, l'autre voulait être ambassadeur itinérant au Proche-Orient, Michel Rocard devenait grand ministre. Donc, si vous voulez, je me sentais pas à l'aise dans un journal devenant un journal de pouvoir. Enfin, ça n'était pas ma culture. Et concernant le climat intellectuel, donc que vous avez connu et sur lequel vous avez écrit dans les années 80, oui. Comment est-ce que vous le compareriez au climat actuel des idées aujourd'hui? Oui. Est-ce que vous diriez qu'il était plus intéressant? Oui. Quelle différence Alors, c'était la grande époque, et finalement, des sciences humaines. C'était la grande époque de ce qu'on appelle la French Theory, mais qui s'appelait pas French Theory. Il y avait des immenses auteurs. On voyait de tous les jours, de Roland Barthes à Deleuze, de Lacan à Lévi-Strauss ou à Althusser. C'était vraiment un milieu intellectuel comme je n'en ai jamais revu par la suite. Alors, tous ces gens-là, on pourra avoir tendance à les simplifier en disant qu'ils se sont tous, pour la plupart, beaucoup trompés, beaucoup des impasses, des erreurs. Michel Foucault est célèbre pour ses grandes erreurs géopolitiques, Gilles Deleuze sur la psychanalyse, etc. Mais néanmoins, ces auteurs-là nous faisaient lire énormément, énormément. Donc aujourd'hui, n'ont survécu de cette époque-là que les grands stylistes. Foucault était un grand styliste. Barthes était un immense styliste. Lévi-Strauss aussi. Mais ceux qui étaient les maîtres de l'époque, que ce soit Althusser ou Derrida, je suis pas sûr. Ah oui, Derrida est lu aux États-Unis, mais je suis pas sûr que. Il y a d'autres comme Sioran dans un autre registre. Ah aussi, non, Sioran que j'ai fréquenté beaucoup et que j'ai aimé. Sioran n'était pas un philosophe. Sioran était un moraliste. C'était La Rochefoucauld, Sioran, ou Chamfort. C'était pas. Non, mais dans le sens où je disais, lui a survécu. Il a survécu parce que c'est un grand écrivain. C'est un grand écrivain, c'est tout. C'est pas parce que c'était un grand penseur. C'est un grand écrivain. Ce qui dure, c'est le style. C'est pas les concepts. Sauf si vous êtes Hegel, Kant ou Spinoza, ce qui arrive assez rarement. On en conviendra. Voilà. À partir de 1983, je crois, ça, vous mettez définitivement les deux pieds dans le monde de l'édition. Alors, vous gardez quelques orteils quand même dans le journalisme. Oui, non, je continue à écrire des chroniques littéraires. Voilà, je quitte l'Observateur, je vais au Point. Voilà. Oui, j'écris au Point à ce moment-là. Oui. Au Point. Et pourquoi à ce moment-là cette décision de changer un petit peu d'orientation de carrière? Je viens de vous le dire parce que l'Observateur, tout le monde voulait devenir ministre. Oui, mais vous auriez pu aller ailleurs. Vous auriez pu faire. Pourquoi l'édition? Oui. Alors pourquoi l'édition? Eh bien parce que comment dire? D'abord Bernard Henri Lévy était déjà chez Grasset. Ça me semblait plus intéressant. Et puis vous savez, j'avais une névrose. C'est-à-dire que quand on est critique littéraire ou éditeur, ça veut dire qu'on s'intéresse aux livres en aval, quand ils écrivent, ils existent, on devient critique. Quand on devient éditeur, on s'intéresse aux livres en amont, avant leur existence. Tout ça, c'est fait pour ne pas faire face à la casse du milieu qui est l'écriture elle-même, n'est-ce pas? Donc j'avais exploré la critique, c'est-à-dire considérer les livres une fois qu'ils existent. Probablement que mon inconscient me pousse vers les livres avant leur existence, très en amont. Mais tout ça, en fait, c'était parce que j'avais le prurit de l'écriture moi-même, et c'était une fois de plus pour ne pas y faire face. Je me suis bien analysé. C'est une fuite en avant, quoi. Oui, en avant, une fuite à côté. C'est dur de se dire, tiens, allez, je vais écrire des livres moi-même. C'est très dur. J'ai mis beaucoup de temps. Mais est-ce que c'est pas justement
par le fait que vous ayez tant écrit, côtoyé des auteurs, des très grands, des très bons, mais aussi sans doute des très mauvais, que vous aviez pas envie de faire partie peut-être de la pile des mauvais, vous mettiez peut-être la littérature oui, mais très haut. vous avez raison. Je pense que la stérilité est fille de l'orgueil. Et j'étais littérairement stérile, tout simplement parce que j'étais très orgueilleux. Et je me souviendrai toujours d'une conversation. Un jour, après un déjeuner, boulevard Montparnasse, après un déjeuner avec Philippe Solers. Philippe Solers me dit, tu sais, faudrait quand même que tu te décides à publier quelque chose. C'est important d'écrire un livre. Et il a cette phrase bizarre, il me dit, un livre, c'est le seul endroit où on a son nom tout seul. Puis il se reprend et me dit oui, il y a un autre endroit, c'est une tombe. Sur une tombe, on a son nom tout seul. D'ailleurs, une tombe et un livre, c'est à peu près la même forme. C'est un parallélépipède. Et le hasard de la vie fait que, là, c'est un peu intime, si vous me pardonnez, mais l'horaire nous y autorise. Et il se trouve que j'avais un frère avant ma naissance qui portait le même prénom que moi. Vous savez, dans les familles juives, les gens ont des habitudes bizarres. Ils donnent à des enfants parfois le nom de l'enfant qui l'a précédé s'il est mort. Et donc, j'avais vu mon nom sur une tombe, effectivement, comme Solers me le dit. Et probablement, c'est quelque chose de... Ça a eu un écho, quoi. Oui. Et j'ai publié mon premier livre 6 mois plus tard. Ah oui. Voilà. Bon, ça a été une décision qui en a entraîné d'autres. Oui, vous avez maintenant publié une dizaine d'ouvrages. Oui. Et puis là, ça continue encore en octobre, je crois. En octobre, vous publiez un roman, un essai. Non, c'est un truc bizarre, vous verrez. Au moment venu, ça s'appellera Ligne de vie. Ça fait un peu écho à notre conversation, d'ailleurs. Non, j'ai encore 5 ou 6 livres à écrire avant de demander mon vestiaire et l'addition, comme on dit. Qui, j'espère, sera pas trop lourde. Ouais. Alors, vous avez été, donc, je disais tout à l'heure, journaliste et éditeur. Alors, vous me disiez, il y a pas, ce que vous me disiez tout à l'heure, il n'y a pas tant de différence que ça entre un journaliste littéraire et un éditeur. Non, alors, est-ce qu'il y a des qualités quand même qu'il faut avoir pour accompagner les auteurs? C'est un truc très français, ça, très français. Dans un monde anglo-saxon, il serait impensable d'être à la fois éditeur et critique littéraire. Moi, j'ai réglé le problème. Très simplement, je n'ai jamais parlé d'un livre en tant que critique édité dans la maison d'édition dont j'étais le salarié. Voilà. Ce qui aurait été un peu ridicule de toute façon. Je n'ai jamais fait ça. Beaucoup d'éditeurs le font, ça je vous signale. J'ai jamais fait ça. Mais c'est vrai que c'est une espèce de consanguinité qui peut passer pour malsaine, mais je m'en suis bien sorti. Pour moi, les écrivains, les critiques littéraires, les éditeurs, c'est tous des cousins. Ils travaillent ensemble. Et après tout, il vaut mieux, les jurés littéraires. Il vaut mieux avoir un jury composé de critiques ou d'éditeurs plutôt que de dentistes c'est pas logique. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a une réussite dans votre carrière éditoriale, un auteur ou un livre en particulier que vous retenez, dont vous êtes particulièrement fier? Oui, mais c'est très bizarre. Il y a des livres qui ont eu énormément de succès que je pourrais vous citer. Mais c'est pas de cela dont je suis le plus fier. Par exemple, j'ai été l'éditeur des 20 premiers livres de Michel Onfray. C'est vrai qu'il écrit beaucoup. Oui, les 20 premiers, mais il écrivait moins à l'époque. Et aujourd'hui, l'individu qu'il est devenu me fait horreur. J'ai l'impression d'avoir couvé un monstre. Donc c'est très bizarre là. Ah, c'est pas une fierté là alors. C'est pas une fierté, mais en même temps, cela dit, il avait assez de talent, à l'époque en tout cas, pour exister indépendamment de moi. Il se trouve que j'étais là quand il a eu besoin. On n'est jamais responsable de ce qui vient par la suite. Il y a eu plein d'auteurs qui ont eu du succès, dont je ne veux pas dire les noms, mais plein d'auteurs qui ont eu du succès. Je suis heureux de les avoir. Vous savez, être éditeur,
c'est pas simplement se faire plaisir. Un métier d'éditeur, c'est une petite entreprise, l'édition. Il faut aussi créer des emplois, il faut payer des collaborateurs. Par conséquent, c'est un dosage entre la qualité et ce que ça rapporte. Faut pas croire qu'on est des cœurs purs et qu'on a des mains d'angelot. On a des mains sales quand on fait de l'édition. Moi, j'ai publié des livres uniquement aussi pour pouvoir en publier d'autres. Pour pouvoir en publier d'autres. La première qualité d'un éditeur, c'est la schizophrénie. Un éditeur qui ne publierait que les livres qu'il aime existerait pendant 18 mois. Donc, ça n'a pas de sens. Oui, ce que vous dites, c'est qu'il faut savoir aussi être à l'écoute de la société, et écouter ses envies. Mais évidemment. Alors évidemment, il y a des livres qu'on a été fiers d'accompagner. Mais il faut pas croire les éditeurs qui ne publient que ce qu'ils aiment, il y en avait un. Il y avait Jérôme. C'est se donner beaucoup d'importance aussi. Oui, mais en même temps, c'est un destin. Jérôme Lindon, je crois, il a fait ça dans sa vie. Paul Otschakovsky-Laurence a fait ça dans sa vie. Un type comme Olivier Cohen, à l'Olivier, fait ça. Ce sont des éditeurs extrêmement respectables et même admirables. Ce sont des éditeurs qui ont fini par se faire racheter par de grands groupes. Voilà. Alors, est-ce que un éditeur, il doit avoir un peu des qualités aussi un peu de psychologue, de soutien, d'amis, parce que les auteurs sont en général des personnes assez complexes, parfois bien sûr. Aux humeurs un peu changeantes. Oui. Ça, c'est quelque chose de très important, savoir avoir des qualités humaines. Évidemment. Prenez le modèle du genre, une femme comme la célèbre à l'époque, Françoise Verny. Françoise Verny, elle n'était pas spécialement géniale pour retaper un manuscrit. Elle était confuse, elle était ivre 2 heures sur 3, mais elle était d'une disponibilité maternelle et maternante à l'endroit de ses auteurs qui faisait qu'elle était indispensable. Moi, j'ai jamais été éditeur nounou. Mais ce que je veux dire, j'ai jamais été, tout simplement parce que j'avais une vie. Pour être éditeur nounou, faut pas avoir de vie, faut être disponible à 3 heures du matin quand un auteur vous appelle en disant je suis en panne, viens on va marcher autour du Luxembourg, je me sens vide, ça va me faire du bien. Non, moi j'ai jamais été de cette race-là, mais ça existe bien sûr. Les auteurs sont des monstres. Les auteurs sont des monstres. Si ça marche mal, ils pensent que c'est à cause de vous. Si ça marche bien, ça n'est que grâce à eux. Alors, on dit aussi qu'en France, pour le football, il y a 60 millions de sélectionneurs. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a 60 millions d'écrivains? C'est-à-dire que tous les Français veulent écrire un livre? Oui, bien sûr, vous avez raison. Pour une raison très simple, parce que chacun est dépositaire d'au moins un livre, qui est le roman de sa vie. N'importe quelle vie est justiciable d'un roman ou d'un récit. D'ailleurs, je me souviens quand j'ai été éditeur, il y avait un parallélisme incroyable entre le taux de chômage et la quantité de manuscrits qu'on recevait. Oui, à l'époque, aujourd'hui on oublie que le chômage a existé, on a tendance à oublier ça. Mais à l'époque, le chômage, c'était la chose la plus lourde. Bon, c'est plutôt une bonne occupation d'écrire quand on est au chômage. C'est pas ça, c'est que on se trouve. Après de là, à envoyer le manuscrit. On se trouve condamné à avoir plus de temps libre. On est malheureux, angoissé, donc on réfléchit à qui on est, d'où on vient, où on va. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est pas toujours une bonne idée. D'ailleurs. Non, mais c'est bien sûr que c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. C'est dans les livres qui arrivaient chez Grasset, c'est-à-dire une centaine par jour, à l'époque, il y avait la moitié étaient des femmes au foyer qui étaient désœuvrées, qui bovarisaient. L'autre moitié, c'était des adolescents
une moitié de la moitié des adolescents et les autres des jeunes chômeurs, oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui faisait la différence pour vous, par exemple, quand vous receviez un manuscrit de quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas, qu'est-ce que vous dites, je vais lire celui-là plutôt qu'un autre? Ah non, c'est plus sérieux que vous n'y croyez. D'abord parce que les gens qui écrivent un premier manuscrit, ils y mettent leur vie entière. Donc pour eux, c'est capital, même si rien n'est plus banal que l'existence d'un individu comparé à l'existence d'un autre individu. Donc, les maisons d'édition, en tout cas la mienne, étaient bien organisées pour ça. Il y avait tout un réseau de lecteurs. Alors, je dis pas qu'ils lisaient la totalité du manuscrit, mais vous savez, il y a des romans qui sont bons à partir de la page 25 seulement, hein. Les 20 premières, c'est à périr. Dans les essais, c'est plus facile. Parce que si quelqu'un, jaillissant de nulle part, vous explique que Kant, Freud et Einstein se sont trompés et qu'il va vous dire, bon, on peut arrêter là. Mais dans les romans, c'est plus difficile. Donc c'est lu, et puis de tamis en tamis, ça arrive sur mon bureau. Et là, je me prononce, et puis après, il y a les comités de lecture, et les comités d'édition. Mais tout était lu, en général. C'est-à-dire qu'un manuscrit qui arrivait à Grasset, c'était lu. Chacun avait sa chance, finalement. Chacun avait sa chance, plus ou moins, avec évidemment des injustices à la marge. Des injustices qui étaient corrigées. Moi, par exemple, j'ai laissé passer des choses énormes dans ma vie d'éditeur. Mais en même temps, j'ai récupéré aussi des choses énormes que personne ne voulait. Il y a une autre chose dans le monde de l'édition qui fait assez fantasmer, ce sont les prix littéraires. Oui. Est-ce que vous pensez qu'ils sont nécessaires? Est-ce que pour gagner un prix littéraire, on dit parfois qu'il faut plutôt une bonne maison d'édition qu'un bon livre? Est-ce que vous, voilà, quelle est votre opinion sur ce sujet? À l'époque, dans les années, au XXe siècle, comme vous diriez, au XXe siècle, c'est vrai que les grandes maisons publiaient à peu près 80% de la littérature disponible. Donc il était normal qu'ils aient 80% des grands prix. Aujourd'hui, au contraire, il y aurait plutôt une prime aux petits. Aujourd'hui, on glorifie la victime, le petit, le marginal. C'est ça la position gagnante, hein, aujourd'hui. Je me souviens des époques où Grasset avait beaucoup de prix, pour des raisons bonnes ou mauvaises, bien sûr, des raisons pas de corruption franche, comment dire. Conflit d'intérêts? Non, parce qu'on était en sympathie avec des auteurs. Donc, dans les jurys, il y a quoi? Il y a des journalistes. Non, ça dépend des jurys. Mais en général, ce sont des écrivains. Et des écrivains, ils ont un éditeur. Alors, il est évident que, toute chose étant égale par ailleurs, si quelqu'un est dans un jury et qu'il voit un livre de son éditeur... Pas le favoriser. Oui. Pas favoriser. Je dis bien, toute chose étant égale par ailleurs. Même inconsciemment, peut-être. Voilà, même inconsciemment, parce que probablement, il a rencontré le jeune auteur en rendant visite à son éditeur. Oui. Il y a de la sympathie. Il a envie de trouver ça bien. Peut-être qu'il connaît ça mieux aussi. Voilà, c'est tout. Parfois, les cas de corruption franche et nette n'existent évidemment pas, et aujourd'hui, moins qu'hier. Et alors, vous venez de deux univers, vous avez travaillé dans deux univers qui sont un peu en crise, c'est-à-dire le journalisme papier est en crise, on se demande comment il va survivre, et l'édition. Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez pas forcément très optimiste, qu'en ce moment, c'était pas... on avait connu mieux. Vous êtes inquiet pour l'avenir de l'édition? Je n'aime pas ces grandes prophéties apocalyptiques, c'est pas ma façon de penser, mais ce qui est certain, c'est que le temps de cerveau disponible, comme disait l'autre, est de plus en plus restreint. Il y a tellement de fiction à la télévision. D'ailleurs, à l'inverse aussi, je suis sûr que si Balzac et Maupassant revenaient, ils travailleraient pour Amazon Prime, pour scénariste. Et ils feraient des scénaristes de génie, vous comprenez? Alors aujourd'hui, nous, en plus, en France, c'est à noter qu'on s'en sort quand même plutôt bien, puisque on est à 6 heures de lecture par semaine par personne. On est dans le top 10 mondial. Oui, mais qu'est-ce qu'on lit en lisant? Comprenez, si
C'est beaucoup de développement personnel aujourd'hui, faut dire ce qu'il y a. On lit beaucoup, d'une part, et puis des mauvais auteurs. Mais l'essentiel, vous savez, moi j'ai jamais eu une vocation majoritaire, ça m'est égal. À l'époque, au Moyen Âge, des manuscrits de la Grèce hellénistique nous sont parvenus parce qu'il y avait des monastères où il y avait des moines copistes qui ont copié un texte de Philon d'Alexandrie et qui nous est parvenu. Donc, s'il reste une communauté de 10 000 personnes attentives aux bons livres, ça me suffit. Ça me suffit. Attendons la Renaissance, elle viendra, bien sûr. Tout passera par la pensée, donc par les mots, donc par les livres. Alors, vous parliez tout à l'heure des maisons d'édition. Vous disiez qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus de petites, notamment. Je fais toujours cette comparaison avec un journal ou un média. On dit qu'il faut une ligne éditoriale claire. Est-ce que pour une maison d'édition, c'est le cas aussi? Vous, par exemple, à Grasset, qu'est-ce qui, selon vous, différencie Grasset des autres maisons d'édition? Pourquoi ce serait une maison d'édition? Non, une ligne éditoriale dans un journal, c'est la mort d'un journal. Parce que si tous les journaux doivent être dans le même axe, vous pouvez être certain que le journal va pas vivre longtemps. Même chose pour une maison d'édition. Il y a comme je vous citais tout à l'heure, les éditions de minuit ne ressemblent pas aux éditions, la NRF de la grande époque J de Martin Ducard était spécifique mais aujourd'hui on se ressemble tous. Vous trouvez? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et est-ce qu'on se ressemble tous aussi si on se compare à l'étranger? Par exemple, est-ce que vous avez l'impression qu'aux États-Unis, peut-être que dans le monde anglophone, on dit qu'il y a une plus grande liberté, c'est-à-dire que les éditeurs parfois sont moins frileux pour publier certains auteurs sulfureux ou des thèmes plus sulfureux? Non, Vous n'avez pas constaté ça? Je n'ai pas constaté ça, et puis c'est vrai que tout dépend de la langue du véhicule de vos livres. Il est évident que quand on publie un livre en anglais, on a vocation à rencontrer un public plus large que quand on publie un livre écrit en hollandais. Vous comprenez? Donc, a priori, oui. Donc c'est la nature de la langue. C'est la même chose pour le cinéma d'ailleurs. Quand vous tournez un film en anglais, vous êtes certain qu'il ira dans beaucoup plus de salles sur la planète qu'un film écrit en swahili. C'est probable. Voilà. En effet, on peut parier là-dessus. Alors aujourd'hui, donc vous vous consacrez principalement à l'écriture. Oui, je me suis mis à mon compte, comme on dit. Oui. Vous vous êtes mis à votre compte. Est-ce que vous êtes maintenant sur un rythme plutôt confortable? Est-ce que vous allez d'écrivain, d'absence d'écriture, est-ce que vous allez passer à un écrivain extrêmement prolixe? Ben, c'est ce que je suis. Ça fait 3 rentrées que je suis présent. C'est ça, justement. Oui. C'est même un peu ridicule, mais c'est comme ça. Donc, écoutez. Vous savez, il y avait une grande enquête de Libération il y a quelques années où on avait demandé aux écrivains pourquoi vous écrivez. Et j'avais beaucoup aimé la réponse de Beckett à l'époque. Il avait répondu en un seul mot: pourquoi j'écris? Bon qu'à ça. Voilà, en un seul mot, B-O-N-K-A. C-A. Voilà, bon qu'à ça. Voilà, je sais. Allez demander à Patrick Modiano pourquoi il écrit. Il vous répondra, je suis bon qu'à ça. Parfois parce qu'on en a besoin, mais... Oui, voilà, c'est tout. Et puis, si le succès vient, c'est ce que disait Jean-Marc Roberts aussi. Il disait, je sais faire, je sais faire que ça, oui. Je suis content que le nom de Jean-Marc Roberts traverse l'émission. J'arrive pas à réaliser qu'il n'est plus parmi nous. C'est vrai que c'est un très bon écrivain et un grand éditeur. Oui, il était sympathique, il était vivant, il était du côté de la vie. Il était très ouvert. Vous savez, dans la littérature aujourd'hui, il y a 2 grands partis. Il y a le parti des biophiles et le parti des biophobes. Le parti des biophobes, c'est très vieux. Ça a commencé, si vous voulez, avec
Port-Royal, ça a transité par la NRF, ça arrive aujourd'hui chez Welbeck, voilà, bon. Et puis les partis des biophiles, ça a commencé avec la contre-réforme, ça arrive, ça a traversé par les libertins du 18e, ça arrive aujourd'hui avec Jean d'Ormesson ou Solers. Donc, c'est ça le grand partage. J'essaie d'habiter la rive des biophiles, des amis de la vie, mais... Et on va se quitter sur ces belles paroles. Enfin, se quitter pas tout à fait, puisque vous allez répondre avant cela au questionnaire des médias, puisque c'est ici une émission de médias, pour voir les médias que vous consommez. Alors, quel est votre journal ou magazine papier? Est-ce que vous en avez un de référence? Oui, je peux pas me passer du Monde que je déteste. Le dernier livre que vous ayez lu? Les Lettres à Milena de Kafka. Le dernier film que vous avez vu au cinéma? Je sais pas si vous vous déplacez. Oui, bien sûr. Le dernier film que j'ai vu au cinéma, écoutez, avec la pandémie, ça remonte à loin. Ça remonte à loin. Donc, oui, avec la pandémie, parce que oui, avec la pandémie, ça remonte à loin. Je crois quand même que c'était le très charmant film avec Lady Gaga. Ah oui, je l'ai pas vu, mais je vois lequel. Je saurais pas dire le nom aux auditeurs. La maison Gucci. Une étoile est née. A Star is Born. A Star is Born, absolument. Alors, la chaîne de télévision que vous regardez le plus, je sais pas si vous regardez. BFM. Sans hésiter. La station de radio que vous écoutez. Écoutez, je fais partie du dernier carré des auditeurs d'Europe 1, d'Europe, ça s'appelle d'ailleurs. On est de moins en moins. Vous restez. Oui, je reste là. Et ils sont pas très bons d'ailleurs, mais enfin. Mais bon, on est habitué. On est habitué. C'est comme un vieil ami. Voilà, on est habitué. Est-ce qu'il y a un réseau social que vous utilisez en particulier? Je suis voyeur sur Twitter. C'est-à-dire que j'ai un compte et je regarde ce qui se passe. Je n'émets jamais un seul message, jamais. Et de temps en temps, je mets une photo sur Instagram, c'est tout. Est-ce qu'il y a, c'est une question aussi que je pose sur la publicité. Est-ce qu'il y a une publicité qui vous a marqué dans votre vie? Une publicité, bien que je sois publiphobe, je trouve que il y a des choses qui sont jolies. J'aime. Mais il n'y en a pas une en particulier? Non. Qui remonterait parfois à l'enfance? Non. Attendez, je réfléchis. Publicité pour un jus d'orange? Non, probablement adolescent. J'aimais bien la publicité pour les collants Dim, comme tous les jeunes gens attentifs aux jolies jambes, vous voyez. Voilà. Et puis il y avait une jolie petite musique. Voilà, donc il y en a oui, on aura quand même eu notre réponse. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous de l'avoir co-animé et merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir écouté. Je rappelle à nos auditeurs qui voudraient acheter lire surtout le dernier livre de Jean-Paul Enthoven, c'est Les Raisons du Cœur. Il s'appelle Les Raisons du Cœur et il est sorti donc l'année dernière aux éditions Grasset. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro et je vous souhaite une excellente soirée.